Je donne maintenant la parole à son Excellence Taye Atske-Selassie Hamdé, ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie. ክቡር የጠቅላላ ጉባኤ ፕሬዝዳንት፣ Excellences, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Mesdames et Messieurs. Monsieur Philémonion, Excellences, qu'il me soit permis de vous féliciter, vous et votre pays, le Cameroun, à l'occasion de votre élection à la tête de la 79e session de l'Assemblée générale. Je vous souhaite plein succès au cours de votre mandat. Je voudrais aussi remercier très sincèrement son Excellence Denis Francis, président de la 78e session de l'Assemblée générale. C'est pour moi un honneur et un privilège que de prendre la parole devant cette auguste assemblée au nom de mon pays, l'Éthiopie. Mr. President, Monsieur le Président, l'Éthiopie figurait parmi les 51 pays fondateurs des Nations unies à l'époque de sa création. Nous sommes un fervent défenseur d'un multilatéralisme efficace avec l'ONU en son cœur. Nous sommes très inquiets face aux défis auxquels l'Organisation des Nations unies se heurte, alors qu'elle s'efforce de remplir son rôle de protection de la paix, de la sécurité et promotion du développement socio-économique. Cependant, garantir la réactivité et les capacités des Nations unies à relever les défis mondiaux est la quête de toute une génération. 5 ans après la création des Nations unies, en 1950, l'Éthiopie avait déclaré devant cette auguste assemblée, je cite, « Nous tremblons en songeant aux surprises que l'avenir pourrait nous réserver. » Les Nations unies pourraient se retrouver appelées à surmonter des difficultés encore plus graves que celles que nous connaissons aujourd'hui, dépassant de loin ses pouvoirs et ses capacités. Fin de citation. Cet avenir est arrivé. Nous le vivons à présent. Nous sommes confrontés à des difficultés persistantes sur le plan de la paix et de la sécurité dans le monde entier. Des menaces existentielles planent, la course aux armements, la pauvreté extrême, les inégalités, les changements climatiques. Parallèlement, la détermination de la communauté internationale à réaliser les objectifs de développement durable s'amenuise et la crise de l'endettement dans les pays en développement empire. Et ce n'est pas tout. Nos capacités limitées à gérer le monde multipolaire qui se dessine risquent de miner le multilatéralisme. Comme nous l'avions envisagé, les Nations unies sont appelées à relever des défis qui, nous le voyons bien, dépassent ses pouvoirs et ses capacités. Nous estimons que la sécurité collective sera réalisée si les États peuvent exercer leur autorité et réaliser leurs responsabilités vis-à-vis de leur propre sécurité nationale. Les prescriptions conventionnelles, y compris les missions de maintien de la paix, peuvent aboutir aux résultats visés lorsque l'on accorde la priorité aux efforts et aux capacités nationaux. C'est pourquoi nous devons en tout temps préserver la souveraineté et l'indépendance politique des États. C'est le socle de toute sécurité collective efficace.
Nous appelons également à davantage de coopération économique et sécuritaire entre les États membres. C'est un élément fondamental pour autonomiser les institutions nationales. Les défauts des Nations unies sont le reflet de la réticence de la communauté internationale à promouvoir la réalisation concrète des buts et principes de la Charte. L'ONU devrait être au cœur des efforts déployés pour relever les défis mondiaux en matière de paix et de sécurité. Si l'on ne confère pas un rôle premier à l'Organisation des Nations unies, en répondant aux principes de la Charte, nous risquons de rendre l'Assemblée générale sans aucun poids, d'en faire une plateforme n'offrant aucune garantie de contribution véritable à la paix et à la sécurité. L'ONU, quant à elle, doit jouer son rôle en faisant preuve d'impartialité, d'indépendance, de compétence et de crédibilité. En outre, nous soulignons l'urgence qu'il y a à réformer le Conseil de sécurité des Nations unies, tout comme ses méthodes de travail. La réforme du Conseil doit être menée non seulement pour remédier à l'injustice faite à l'Afrique, mais aussi pour renforcer sa crédibilité elle-même. Les réserves du Conseil de sécurité vis-à-vis des solutions régionales et l'application de mesures détachées de toute réalité sur le terrain sont les résultats de la non-représentation de l'Afrique. Partant, nous appelons les États membres à s'engager à accorder la priorité à la représentation des pays africains dans les 2 catégories de membres au Conseil de sécurité de l'ONU. Les pays africains, dans le cadre de ce Conseil réformé, doivent jouir de tous les droits et de toutes les prérogatives prévues dans le cadre de la position africaine commune. Il n'y a pas de raccourci, pas de demi-solution acceptable. C'est une quête historique d'égalité. Monsieur le Président, l'Union africaine a mis sur pied l'agenda 2063 comme feuille de route pour le développement du continent. L'agenda est en train d'être mis en œuvre, parallèlement au programme à l'horizon 2030 de l'ONU. Nous ne sommes pas sur la bonne voie pour réaliser la plupart des ODD, notamment en raison d'un manque de financement, et cela inquiète au plus haut point l'Afrique. La crise de la dette qui empire nécessite aussi de toute urgence des solutions durables. C'est pourquoi les États membres ayant une influence sur les institutions financières internationales devraient débloquer les financements nécessaires. Pour sa part, l'Éthiopie ne s'est jamais départie de ses efforts pour réaliser ces objectifs de développement. Nous avons dû résoudre une situation sécuritaire complexe et parallèlement, et nous l'avons fait grâce à un processus de paix facilité par l'Union africaine, et parallèlement nous avons redoublé d'efforts pour forger la paix et le développement. Nous réalisons des progrès vers l'éradication de la pauvreté et l'avènement d'un développement axé sur la personne humaine. Nous avons mis en branle de véritables révolutions à nos politiques économiques et monétaires et avons amélioré nos infrastructures numériques. Nous sommes certains que la voie que nous avons choisie vers notre développement s'accompagnera de grands bénéfices pour notre peuple. Nous appelons tous les acteurs en matière de financement du développement à travailler avec nous dans un esprit de solidarité et de coopération pour nous aider à relever les défis associés aux réformes et à parvenir à la croissance économique durable et au développement durable. Monsieur le Président, je suis heureux de pouvoir annoncer à cette Assemblée que le bassin du fleuve Nil a atteint cette année un jalon historique. L'accord cadre sur la coopération dans le bassin du Nil est sur le point d'entrer en vigueur, ayant obtenu le nombre requis de ratification. L'entrée en vigueur de ce tout premier traité à l'échelle du bassin du Nil ouvrira la voie à une coopération s'ancrant sur la durée et à une croissance partagée pour tous les pays du bassin. L'Éthiopie, aux côtés de ses pays frères et riverains, œuvrera à la réalisation des principes de l'accord cadre et à la pleine exploitation du potentiel du Nil. Et ce n'est pas tout. Le grand barrage de la Renaissance éthiopienne produit de l'électricité, répond à la demande en énergie de l'Éthiopie et de la région d'Afrique orientale. Nous espérons sincèrement que les pays riverains du Nil restants se rallieront à cet accord cadre et joueront un rôle constructif pour garantir une utilisation équitable et raisonnable du Nil.
Je suis fière également d'annoncer à cette auguste assemblée que dans le cadre de l'initiative Héritage vert éthiopien, initiative notable lancée par le Premier ministre Abiy Ahmed, plus de 40 milliards de pousses d'arbres ont été plantés en l'espace de 5 ans. Cela a permis de faire passer notre couverture forestière de 3% à 24%. C'est une contribution de taille à l'absorption des gaz à effet de serre et une mesure tangible que nous avons ainsi prise pour lutter contre les conséquences néfastes des changements climatiques. Sur la base de sa stratégie de développement à faible émission sur le long cours, nous sommes aussi sur la voie d'une transformation de notre énergie. Nous voulons passer à des sources non fossiles d'énergie. De tels efforts doivent être appuyés à travers la pleine activation des engagements internationaux et notamment l'apport de financement climatique suffisant. Monsieur le Président, l'insécurité maritime en mer Rouge et dans l'océan Indien est une source de vive inquiétude pour mon pays. Avec sa population de plus de 120 millions d'habitants et ses échanges commerciaux par voie maritime importants, l'Éthiopie dépend entièrement de la sécurité des activités maritimes en mer Rouge et dans l'océan Indien. Cette région est menacée par des conflits, par la piraterie et autres activités illicites. Au fil des ans, l'Éthiopie a joué un rôle charnière dans la lutte contre les phénomènes qui sont à la source de cette insécurité. Nous continuons également nos efforts pour travailler avec nos voisins afin de contribuer durablement à garantir une navigation paisible en haute mer. Pour nous, il est fondamental maintenant de fixer un nouveau cap, de nous engager en faveur d'une sécurité maritime inclusive avec participation sur un pied d'égalité de tous les pays concernés sur les deux rivages de la mer Rouge et de l'océan Indien. Le terrorisme continue de représenter une grave menace pour la paix et la sécurité dans la Corne de l'Afrique. Des groupes d'extrémistes violents comme le groupe Al-Shabaab et ses affiliés nationaux et internationaux connaissent un essor de plus en plus marqué et continuent leurs attaques cruelles contre les civils et contre la sécurité dans la région. La région a enregistré des victoires historiques contre le terrorisme grâce à la résilience de la population de Somalie et au sacrifice des filles et fils du Burundi, de Djibouti, du Kenya, de l'Ouganda et de mon pays, l'Éthiopie. L'autorisation du Conseil de sécurité et les financements internationaux apportés à l'opération d'appui à la paix de l'Union africaine ont joué un grand rôle. Je suis sûre que le gouvernement somalien va bientôt reconnaître et accepter les sacrifices que nous avons réalisés pour libérer la Somalie de l'étau de groupes terroristes. Le mémorandum d'accord entre l'Éthiopie et le Somaliland est fondé sur l'organisation politique existante en Somalie. Notre objectif, c'est la croissance et la prospérité partagée dans la région. Des accords similaires ont été passés par d'autres États. Il n'existe aucune raison pour le gouvernement fédéral de Somalie de nourrir des sentiments d'hostilité dont la visée est de toute évidence de couvrir des tensions politiques internes. C'est pourquoi je condamne les allégations infondées portées contre mon pays. Le nom de l'Éthiopie ne saurait être associé à aucune de ces allégations. J'appelle plutôt le gouvernement de Somalie à se joindre à nous pour éliminer les groupes terroristes qui provoquent le chaos pour les peuples de la région. Les manœuvres récentes d'acteurs externes à la région de la Corne de l'Afrique hypothèquent ces efforts. Mais quoi qu'il en soit, l'Éthiopie ne baissera pas les bras. Nous resterons déterminés à combattre le terrorisme. Nous appelons donc ces acteurs à cesser immédiatement leurs actes inconsidérés. Et nous exhortons la communauté internationale à reconnaître le risque imminent qui découle de ces actes irresponsables et à adopter des mesures concrètes pour ne pas laisser s'échapper les avancées conquises de haute lutte contre le terrorisme dans la Corne de l'Afrique. Monsieur le Président, en guise de conclusion, j'aimerais réitérer la détermination de l'Éthiopie à œuvrer pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale et la défense du multilatéralisme. Je vous remercie. Je remercie le ministre des Affaires étrangères de l'Éthiopie.
exceptionnelle